tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet de ma thèse, donc le travail que je suis en train de faire actuellement. Mais avant de commencer le nœud du problème en tant que tel, je vais avoir besoin d'une petite mise en contexte. Donc, il faut savoir que ma thèse se place dans le cadre du projet Commode. Donc, projet Commode qui est un projet art qui est mené par la Faculté des Sciences et la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de Mons, et dont la notion centrale de ce projet, c'est la notion de compacité urbaine. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, la compacité, c'est caractérisé par une forte densité de population, tout en respectant divers critères portant sur le confort de la population, sur le respect de la vie privée, ainsi que certaines contraintes légales. Donc l'idée sur le long terme, ce serait de pouvoir créer des plans de ville compacts, c'est-à-dire des villes où on va pouvoir mettre beaucoup d'habitants, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine qualité de vie. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de commerces de proximité, il faut que les gens aiment vivre là-bas, il faut qu'il y ait des espaces verts ou tout genre de petites choses ainsi. Et une étude précédente, une thèse réalisée en faculté d'archi, a déjà identifié divers paramètres et critères de compacité à l'échelle de l'îlot urbain. Donc l'îlot urbain, qu'est-ce que c'est? C'est imaginer que vous avez 4 rues qui forment un carré, c'est la terre qui va avoir au milieu, et dans lequel on va pouvoir créer divers bâtiments, ainsi que des petits chemins pour les piétons, les cyclistes, des jardins, ou quelque chose dans le genre. C'est bougé pour pouvoir avoir le sifflement. Cependant, donc, déjà rien qu'à cette échelle de l'îlot, donc il y a une petite échelle d'un point de vue urbanistique, l'échelle au-dessus c'est le quartier, puis la ville, il y a déjà une conciliation difficile entre les différents critères à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et il y a déjà un certain nombre de critères. Ce qui fait que vouloir créer des plans de ville théoriques, j'ai envie de dire à la main, ce serait beaucoup trop compliqué. C'est pour cela que les personnes qui sont à l'origine du projet se sont dit, si on utilisait les mathématiques et l'informatique pour nous simplifier le travail et automatiser tout cela. Et là, en fonction de votre affinité avec les mathématiques, vous vous demandez, mais qu'est-ce que les maths peuvent apporter à un problème d'urbanisme? Vous êtes peut-être en train de vous imaginer que là, je vais vous parler de plein d'équations dans tous les sens pour essayer de définir des bâtiments ou des trucs dans le genre. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, il faut savoir que les mathématiques offrent aussi divers modèles et objets qui peuvent avoir plusieurs applications très pratiques. Et ces applications peuvent être dans des domaines très différents. Ça peut être l'informatique, l'économie, la biologie, la physique, pourquoi pas, ou encore l'urbanisme. Et ces modèles sont suffisamment généraux que pour être adaptés, modifiés ou enrichis selon nos besoins. Donc une grande partie de mon travail, c'est je reçois le problème de la part des urbanistes, je trouve un modèle mathématique qui pourrait résoudre ce problème, je montre aux urbanistes ces résultats, et ensuite ils commentent les résultats obtenus par l'ordinateur. Et là, ils me donnent des conseils pour donner des paramètres supplémentaires à l'ordinateur pour obtenir des résultats qui sont le plus réalistes possible. Et le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, cet outil, ce sont des outils de recherche locale. Bon, la recherche locale, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour résoudre des problèmes d'optimisation. Un problème d'optimisation, qu'est-ce? C'est on va se donner un ensemble S de solutions pour un problème donné. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez que vous vouliez trouver un code PIN d'une carte bancaire. Donc une solution pour trouver ce code PIN, c'est simplement un nombre à 4 chiffres. Et bien tous les nombres à 4 chiffres possibles, c'est une solution possible pour mon code PIN de carte bancaire. Il y en a des bons, des moins bons, mais tout est solution. En plus de cet ensemble de solutions, nous avons une fonction f qui va de l'ensemble des solutions dans les réels et qui est appelée une fonction objectif. Et l'objectif d'un problème d'optimisation est de trouver une solution qui va minimiser ou maximiser cette fonction objectif en fonction du contexte. Il faut savoir que bien souvent, un problème d'optimisation a un très très grand nombre de solutions. Ce qui fait que simplement énumérer toutes les solutions pour trouver la meilleure nous prendrait beaucoup trop de temps, et ce, même pour un ordinateur. C'est pour cela qu'on a besoin de différentes méthodes et techniques pour espérer trouver cette solution qui sera la meilleure pour notre fonction objectif. Et une façon de résoudre ces problèmes d'optimisation est de faire appel à une famille d'algorithmes, des algorithmes de recherche locale. Des algorithmes, pour être sûr que tout le monde voit ce que c'est, très grossièrement, un algorithme, c'est comme une recette de cuisine.
que l'ordinateur va pouvoir comprendre. Mais il faut imaginer une recette de cuisine avec des milliers d'instructions. Et la différence, c'est qu'à la fin, vous n'obtenez pas un délicieux gâteau, mais une réponse à votre problème. Et ces algorithmes utilisent la fonction objectif pour évaluer la qualité d'une solution. Donc, imaginons que nous voulions maximiser la fonction objectif. On va prendre une solution, l'évaluer à l'aide de cette fonction. Plus sa valeur sera grande, plus cette solution sera de bonne qualité. Et deuxième point essentiel qu'utilise cet algorithme de recherche locale, c'est une opération de voisinage. Donc une opération de voisinage, donc un voisinage d'une solution S, est un ensemble de solutions qui peuvent être atteintes en appliquant une petite transformation sur S. Donc si je reprends mon exemple des codes PIN à 4 chiffres, imaginons que j'ai le code PIN, c'est 4 0, on peut dire que tous les voisins de 4 fois 0, c'est tous les autres codes PIN qui ne diffèrent que d'un seul chiffre. Donc par exemple, il y a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ou 0, 0, 42. Donc pour être sûr que vous compreniez bien la notion de voisinage et aussi pour illustrer comment fonctionne basiquement un algorithme de recherche locale, je vais vous montrer ici un petit exemple. Donc ici, nous avons affiché diverses solutions pour un problème quelconque, nous étions. Et comment fonctionne l'algorithme? Tout d'abord, on va démarrer d'une solution quelconque. On va dire que c'est la jaune. Ensuite, nous allons évaluer les voisins de notre solution jaune. Donc ici, les voisins de notre solution jaune, ce sont les solutions qui lui sont adjacentes. Donc on évalue à l'aide de notre fonction objective la qualité de tous ces voisins, on les compare en tenant compte bien sûr de l'évaluation de notre solution courante, et ensuite nous trouvons la solution qui a le meilleur résultat. Et après ce qu'on va faire, c'est on va simplement, cette solution verte, donc la meilleure solution, va devenir notre nouvelle solution courante. Donc j'ai mis en gris les solutions que nous avons déjà évaluées, c'est juste un titre indicatif, ça interviendra un peu plus tard. Et ensuite, comme l'algorithme va itérer cette procédure. Donc, on démarre de notre nouvelle solution courante, on évalue ses différents voisins, on trouve le meilleur, et le meilleur devient notre nouvelle solution courante. Et ainsi de suite. Et nous nous arrêtons quand nous trouvons une solution qui va être meilleure que tous ses voisins. Donc si vous voulez un exemple un peu plus concret pour voir comment ça fonctionne, vous imaginez un randonneur qui se promène dans un paysage avec des vallées, des collines, il se promène, puis c'est l'heure du midi, il veut manger son casse-croûte, mais il n'a pas envie que, par maladresse, son repas tombe dans une vallée, donc il se dit, je vais manger simplement dans une vallée. Et pour donner un petit challenge, il se dit, j'ai envie de manger dans la vallée la plus profonde. Et ce qu'il va faire, il va regarder autour de lui, il est un peu myope, il va regarder autour de lui, et ensuite il va descendre le plus rapidement possible, parce qu'il commence à avoir faim. Et une fois qu'il a atteint le fond d'une vallée, il ne peut plus descendre, il ne peut plus monter, donc il s'arrête. Mais comme vous voyez, il y a les solutions grises que j'ai évaluées, on est loin d'avoir visité toutes les solutions possibles. C'est un petit peu le but, puisqu'on ne peut pas visiter toutes les solutions possibles parce qu'il pourrait y avoir un trop grand nombre. Ce qui nous amène à une faiblesse de la recherche locale, c'est que la recherche locale, basiquement, ne garantit pas que nous obtenions au final la meilleure solution. La solution retournée est la meilleure localement et non globalement. Donc si je reprends par exemple mon exemple du randonneur, si ici c'est une tranche du paysage, le randonneur lui aurait bien aimé arriver à l'endroit entouré en rouge. Mais il est arrivé à l'endroit orange et il ne sait pas qu'il aurait pu obtenir une vallée plus profonde parce qu'il ne voit pas. Il y a une énorme colline qui lui cache la vue, donc il ne sait, pour lui il s'arrête mais il ne sait pas. Dans notre exemple, donc, nous avions seulement visité les solutions grises, retourné l'orange, mais on aurait pu dire que la solution rouge était la meilleure. Ce qui fait qu'on a besoin d'être un peu plus subtil que d'utiliser cette idée basique pour essayer d'obtenir la meilleure solution possible. Et pour visiter plus de solutions, on a besoin d'autres méthodes qui sont appelées des méta-heuristiques. Donc, que se cache-t-il derrière ce grand mot? Un méta-heuristique, c'est simplement des méthodes de recherche qui sont définies à un très haut niveau et de façon très générale et qui vont être utilisées comme guide afin de nous aider à résoudre des problèmes plus spécifiques. Donc, ce que j'appelais la recherche locale basique est un méta-heuristique appelé le high climbing, d'où l'exemple avec le randonneur, avec les collines et les vallées. Et cette idée-là est en fait vraiment une idée très générale. Là, je l'ai montré sur un exemple très abstrait avec des ronds, mais les ronds pourraient être totalement quelque chose de plus pratique. Et il faut savoir qu'il existe également des méta-heuristiques qui vont accepter des voisins qui sont de moins bonne qualité. Et je vais vous en présenter un aujourd'hui, le recuit simulé.
Donc il faut savoir que le repli simulé s'inspire d'une technique de métallurgie qui consiste à, quand on crée son morceau de métal, à le refroidir progressivement petit à petit afin de garantir une meilleure qualité de notre métal au final. Et c'est sur cette idée que se base l'algorithme. Donc, je rappelle un peu les notations. Donc j'ai grand F mon ensemble de solutions, F la fonction objectif, et on va dire ici qu'on va chercher à la minimiser. Je vais également noter grand T, la température de notre système. Et comment fonctionne l'algorithme? À chaque itération, donc à chaque étape de l'algorithme va générer aléatoirement un voisin S' de notre solution courante. Donc là, on ne les visite plus tous, on en choisit un au hasard. Et là, il va se passer deux cas. Soit il est de meilleure qualité que notre solution courante, ce qui se vérifie comme on veut minimiser la fonction objective par vérifier si son évaluation est plus petite ou égale à l'évaluation de notre solution courante. Si c'est donc s'il est de meilleure qualité ou de même qualité, on accepte ce voisin d'office, sans réfléchir. Sinon, on va quand même l'accepter, mais cette fois-ci avec une probabilité ici écrite en rouge. Et cette probabilité va dépendre de deux paramètres. Tout d'abord, il y a le paramètre ici, donc c'est la différence de qualité entre mes deux solutions. Plus cette différence de qualité sera petite, plus la probabilité d'accepter le voisin sera grande. Simplement, et si vous vous rappelez le graphe de la fonction exponentielle de moins x, c'est une fonction qui est décroissante. Donc plus notre valeur sera petite, plus la valeur de l'exponentielle sera grande. Et le deuxième paramètre sur lequel dépend ces probabilités, c'est la température du système. Plus la température sera petite, plus la probabilité d'accepter un voisin de moins bonne qualité sera petite également. Et c'est pour cela qu'après un certain nombre d'itérations, un certain nombre d'étapes, on va diminuer la valeur de t. Donc on itère, on génère des voisins, on les accepte ou on les accepte avec une certaine probabilité, plus on va diminuer la température, et ainsi de suite. Et l'algorithme va s'arrêter quand la température du système aura atteint une valeur minimale définie à l'avance. Dernier mot sur le repli simulé, je vais vous présenter ici une propriété, un résultat que je trouve assez intéressant. Donc je vais noter T indice 0 la température initiale du système, ou la température que le système a au démarrage de l'algorithme, puis T indice 1 la température du système après une diminution, T2 la température après deux diminutions, et ainsi de suite. Et je vais noter S indice n la solution générée à la énième itération, donc le voisin. Et on a le théorème suivant, c'est que si la température du système suit le schéma suivant, donc si la diminution suit le schéma suivant, c'est-à-dire qu'à la kème diminution, on attribue comme température gamma, où gamma est une constante sur le logarithme de k plus 1, ben en fait, on va avoir que la probabilité que Sn soit un optimum global tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Ce qui veut dire que si nous pouvions laisser notre ordinateur tourner indéfiniment, l'algorithme finirait par atteindre l'optimum, donc notre solution que l'on veut. Mais cela, c'est un résultat purement théorique. En pratique, on ne peut pas laisser notre ordinateur tourner pendant un temps infini. Et néanmoins, ça peut quand même nous aider à savoir comment définir la diminution de température. Ce qui m'amène à une petite parenthèse sur comment moi je me représente la recherche locale, les algorithmes de recherche locale. Moi je me l'imagine comme un énorme tableau de contrôle avec plein de boutons, plein de vannes, plein de thermostats, et avant de lancer l'algorithme, il faut s'amuser. On appuie sur tel bouton, on tourne telle vanne, on appuie sur un autre bouton, sur ce troisième bouton, non je ne l'appuie pas, puis je lance l'algorithme, je regarde le résultat qu'il me donne, je suis plus ou moins satisfait, puis je relance à nouveau l'algorithme en appuyant sur d'autres boutons par exemple, en configurant le thermostat sur d'autres valeurs, etc. Et ces boutons, ces thermostats, ça peut être par exemple l'opération de voisinage. On peut sur un même problème avoir plusieurs opérations de voisinage différentes qui peuvent nous conduire à d'autres solutions et donc obtenir des résultats de plus ou moins bonne qualité. Ou par exemple ici sur le repli simulé, on a que en plus dans les boutons, dans les thermostats, on doit définir notre température initiale, la température minimale que peut atteindre le système, mais également comment la température va diminuer. Tout cela sont des paramètres qui peuvent influer sur comment l'algorithme va fonctionner, sur sa rapidité et sur la qualité de la solution qu'il peut retourner.
Dernier mot sur la recherche locale, il faut savoir qu'en plus d'optimiser la fonction objectif, la recherche locale peut essayer de satisfaire des contraintes. Donc ces contraintes, il y en a deux types. Une contrainte obligatoire, donc ce qui fait que l'algorithme va simplement ignorer des solutions qui ne satisfont pas un certain critère. Par exemple, sur mon exemple, on pourrait considérer qu'il y avait des solutions rondes et des solutions carrées. Je peux dire, je veux absolument une solution carrée. Donc lors de l'évaluation des voisins, si je tombe sur une solution ronde, je vais la rejeter tout de suite, sans autre forme de procès. Et autre type de contraintes, des contraintes pénalisantes qui là vont simplement donner une pénalité aux solutions qui ne satisfont pas un certain critère. Donc, par exemple, les solutions rondes, je donne une pénalité de 1. Et ce type de contrainte est intéressant car elles sont compatibles avec les algorithmes comme le recuit simulé qui acceptent des voisins de moins bonne qualité. Le recuit simulé pourrait à certains moments accepter des solutions qui sont pénalisées. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise ces algorithmes de recherche locale sur le cadre d'un problème urbanistique. Et donc l'idée c'est de générer des configurations d'îlots urbains, optimisant donc des critères de compacité respectant les critères et contraintes sur le confort de la population, le respect de la vie privée et les contraintes légales. Et c'est créer un programme qui va générer donc des configurations avec la recherche locale. Avant de vous montrer des exemples de résultats obtenus, je vais vous présenter les différentes grandes composantes qu'a besoin l'algorithme pour fonctionner. Alors, tout d'abord, il faut définir ce qu'est une solution. Une solution, donc un îlot, je vais le modéliser comme un carré ou un rectangle qui va être quadrillé. Et chaque cellule du quadrillage peut avoir différentes couleurs. Blanc pour tout ce qui est non bâti, et les autres pour les bâtiments. Donc, sur l'exemple 1, on a un bâtiment rouge, un bâtiment orange et un bâtiment bleu-vert. Et un groupe de cellules de la même couleur, c'est un bâtiment. Donc si par exemple j'avais ici dans le coin là un autre bloc rouge, ce serait un autre bâtiment. Ce ne serait pas du tout le même. J'ouvre une parenthèse, j'avais dit tout à l'heure que les problèmes d'optimisation avaient un très grand nombre de solutions. Si on considère cette configuration-là avec 4 couleurs, donc blanc, rouge, orange et vert, imaginons que nous avions un carré de 50 cellules sur 50 cellules, au total, ça nous fait 4 exposants de 1500 solutions possibles. Il me semble que c'est un nombre qui est composé de quelque chose genre 1500 chiffres, quelque chose comme ça. C'est ce que j'entends par très très grand nombre de solutions. Vous admettrez qu'on n'a pas envie d'énumérer toutes ces solutions. Et dernière remarque sur ça, sur nos modèles, c'est que pour l'instant, on ne s'intéresse pas à la hauteur des bâtiments. On va seulement s'intéresser sur la surface qu'ils prennent sur notre lopin de terre. Ensuite, il faut savoir que les solutions, c'est un peu plus que simplement un carré quadrillé. C'est que la présentation d'un îlot peut être utilisée, peut être représentée par n'importe quel pavage, c'est-à-dire un agencement de polygones qui fait qu'on obtient une espèce de tapis. Donc on peut utiliser des hexagones ou des triangles, ou n'importe quel autre, du moment qu'on obtient une forme sans trou. Et dans les paramètres que peut spécifier l'utilisateur à l'ordinateur, c'est on peut spécifier la taille de l'îlot, ses dimensions, mais également la taille des cellules. Donc on peut dire, tu as un îlot de 100 mètres sur 100 mètres, et tu le quadrilles avec des carrés de 1 mètre sur 1 mètre, de 2 mètres sur 2 mètres, ou ainsi de suite. Et dernière petite feature que peut avoir une solution, c'est avant de lancer l'algorithme, on peut verrouiller certaines cellules, ce qui va nous permettre de modéliser la présence de bâtiments préexistants potentiellement historiques, ou des espaces verts protégés, donc des zones que l'algorithme ne pourra en aucun cas modifier. Deuxième composante, l'opération de voisinage. Notre opération de voisinage est toute simple. On va simplement changer la couleur d'une cellule, ce qui peut avoir différents effets. Tout d'abord, si on colorie une cellule blanche qui est entourée de cellules blanches, on va créer un nouveau bâtiment. Si on colorie une cellule qui est adjacente à un bâtiment déjà existant, on va agrandir ce bâtiment, ou on peut simplement changer la couleur de bâtiment. Cette opération peut être intéressante parce que sur le long terme, pour l'instant, les couleurs c'est juste pour faire joli, mais on pourrait sur le long terme intégrer des fonctions au bâtiment en fonction de leur couleur. On pourrait dire un bâtiment rouge c'est une habitation, un bâtiment orange c'est un commerce, un bâtiment bleu c'est un bâtiment administratif, qui sont des contraintes qui existent aussi parmi les contraintes qui ont été identifiées dans la thèse d'architecture. Et aussi,
deux bâtiments de la même couleur qui sont suffisamment proches vont pouvoir fusionner pour en former un plus gros. Et pourquoi cette opération est intéressante? C'est parce que notre fonction objectif, ce sera de minimiser la porosité de l'îlot. Donc la porosité, c'est une notion en urbanisme qui symbolise le rapport entre la surface non bâtie et l'aire totale de l'îlot. Donc on veut minimiser cette valeur parce que comme on veut un îlot compact, donc un îlot avec le plus de personnes possible, il faut des bâtiments pour pouvoir loger toutes ces personnes. Donc on va chercher à avoir le plus de bâtiments possible. Et ensuite, il y a quelques contraintes que j'ai implémentées pour guider le programme vers des solutions plus réalistes. Donc tout d'abord, il y a une contrainte obligatoire qui va garantir une distance minimale entre les façades des bâtiments. Vous n'avez pas envie d'avoir vu dans le salon de votre voisin. Oui, mais comment on fait pour mener à cette de Vinci Elle ne respecte pas cette contrainte-là. Et des contraintes aussi qui pénalisent donc le nombre de bâtiments, qui pénalisent les solutions si le nombre de bâtiments, le périmètre total, le périmètre de chaque bâtiment ou l'aire de chaque bâtiment n'appartiennent pas à un certain intervalle. Et là maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de solutions obtenues par ordinateur avec cette configuration-là. Donc on a un îlot de 102 mètres par 102 mètres qui est pavé avec des petits carrés de 2 mètres de côté. L'objectif est de minimiser la porosité. Et on a les contraintes suivantes qu'on prend en compte, avoir entre 6 et 10 bâtiments. Les bâtiments doivent avoir un périmètre compris entre 75 mètres et 500 mètres, et avoir au minimum 4 mètres, deux petits carrés vides, entre les façades de deux bâtiments. Et là, vous avez donc une représentation de comment fonctionne le programme. Attention aux épileptiques. Donc le grand carré au milieu, le grand rectangle, c'est un bâtiment que j'ai verrouillé à l'avance, donc ce serait un vieux bâtiment historique qu'on ne pourra pas modifier. Et l'algorithme qu'utilise le programme, c'est une variante du repli simulé. Bon, en deux mots, il faut savoir que maintenant, actuellement, donc, les ordinateurs ont des processeurs, donc l'unité qui fait les calculs, qui sont capables de faire beaucoup de calculs en parallèle, et c'est une variante qui va utiliser ce principe-là pour essayer de résoudre. Les changements de couleur comme ça, très flashy, c'est simplement changer la couleur, ne modifie pas l'objectif. Je vais remettre sur une solution fixe. Modifier la couleur ne change pas l'objectif, donc on l'accepte d'office. Et on obtient certes des bâtiments avec une forme assez spéciale, mais c'est quand même une solution assez encourageante. Et il faut savoir aussi, pour l'anecdote, que j'avais à un moment essayé de créer des bâtiments bien rectangulaires, mais en discutant avec les urbanistes, ils étaient beaucoup plus enthousiasmés par ce genre de solution que quelque chose de vraiment très rectangulaire. Ça explique des choses pour la gare de Mons. Mais même si nos bâtiments ont des formes assez bizarres, il y a quand même des trucs à dire sur cette solution. Par exemple, on remarque que grâce à la contrainte avec la distance entre les façades, on voit déjà qu'il se forment des espèces de chemins. Donc ça pourrait être des chemins pour les piétons pour circuler plus facilement entre les différents bâtiments. Ensuite, j'ai voulu intégrer une deuxième composante en plus des bâtiments dans mon îlot, c'est les espaces verts. On veut qu'il y ait un minimum d'espaces verts dans nos îlots, dans notre ville. Et là, le résultat est déjà nettement moins enthousiasmant. Ce qu'a fait le programme, c'est simplement remplir les blancs. Et ensuite, c'est essayer de rajouter des petits espaces verts à gauche, à droite pour obtenir son objectif. Donc là, on visait 20% d'espaces verts sur la surface totale. Pourquoi le programme fait ça? Simplement, c'est contradictoire d'avoir des espaces verts et plus de bâtiments possibles. L'espace que prennent les espaces verts empiète sur l'espace qui pourrait être des bâtiments. Donc c'est pour cela que le programme va dans un premier temps bien gentiment remplir les blancs, donc des endroits où on ne peut pas avoir des bâtiments, et ensuite essayer un petit peu de mettre à gauche à droite des petits espaces verts. Mais actuellement, on pourrait dire qu'il place littéralement un géranium sur le toit de nos bâtiments et il est content. Ça, c'est une autre type de solution. Et là, c'est une solution où j'avais essayé de contraindre le programme à ne créer que des espaces verts à l'intérieur des bâtiments, donc créer des espèces de jardins intérieurs. Et même chose, il fait quelque chose de beaucoup trop étendu. Alors que nous, on aimerait quand même avoir accès à des beaux jardins ou des grands espaces verts ainsi, des petits parcs. Ce qui m'amène à parler des limitations de mon modèle sur notre problème. Donc, le modèle précédent est en fait ramené à un modèle mono-objectif. Donc, pour la recherche locale, optimiser la fonction objectif et satisfaire toutes les contraintes, ça consiste en un seul gros objectif. Donc, il y a la fonction objectif de base,
sur lequel il va additionner toutes les pénalités. Donc ça fait un seul gros objectif au final. Et ce qui va amener l'algorithme à hiérarchiser ses contraintes et la fonction objectif. Plus la pénalité sera grande, plus la contrainte est importante. Ce qui peut l'amener à totalement ignorer certaines contraintes, ce qu'on ne veut pas. Un exemple visuellement, c'est si on reprend notre randonneur, imaginez qu'il ait plein de petits nuages d'orage qui lui tournent autour. S'il fait une action qui ne satisfont pas certains nuages, il va recevoir un coup de jus. Et ce que va faire le randonneur, il va d'abord essayer de satisfaire le plus gros nuage qui lui donne le plus gros coup de jus, quitte à se prendre des tout petits coups de jus qui sait supporter des plus petits nuages. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et en plus, en l'état, la recherche locale apprécie que très peu d'avoir des contraintes qui se contredisent. Et un autre problème que j'avais, c'était quand je voulais intégrer une nouvelle contrainte, ça m'obligeait à tenir en compte, l'algorithme va le hiérarchiser, donc il faut absolument que je la définisse de telle façon pour qu'il la prenne en compte et qu'il ne l'ignore pas. Ce qui était un petit peu une perte de temps, puisqu'il y a parfois des définitions très naturelles, mais ça me demandait un petit peu de travail supplémentaire. Ce qui fait que nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons besoin de passer à une approche multi-objectif. Et pour cela, on va faire appel à des modèles issus de la théorie des jeux. Donc, je vais présenter très brièvement la théorie des jeux pour le temps qui reste. Donc, la théorie des jeux, ça fournit divers modèles mathématiques qui peuvent, entre autres, modéliser des interactions entre un système et différents agents. L'exemple cliché que tous les théoriciens des jeux vont vous donner pour vous expliquer ce que j'entends par système agent, c'est simplement imaginer un avion. Il faut que votre avion puisse voler, et selon divers paramètres qui peuvent être extérieurs, comme la météo, où il faut absolument qu'on puisse vérifier qu'il n'y ait pas de soucis dans l'ordinateur de bord. Ce sont tous des paramètres à prendre en compte pour assurer l'objectif de votre système, l'avion, c'est-à-dire voler et pouvoir atterrir correctement. Et donc, un petit peu de théorie des jeux. Donc, un jeu, comment on définit ça? D'abord, on a un ensemble de joueurs, numérotés de 1 à n, et chaque joueur va avoir un ensemble de stratégies, donc d'actions qu'il va pouvoir effectuer. Et si on forme un NUPlay avec une stratégie de chaque joueur, on obtient ce qu'on appelle un profil de stratégie. Et chaque joueur va avoir une fonction de gain. L'objectif du joueur, ça va être d'optimiser ses gains. Et parmi les hypothèses de la théorie des jeux, on a que les joueurs sont rationnels, égoïstes et ont une connaissance parfaite des tenants et des aboutissants du jeu. Donc ce qui fait que si un des joueurs a l'occasion de gagner 1 million d'euros, mais que ça met tous les autres joueurs à la faillite, pas grave. Lui, il a gagné 1 million d'euros, il est content. Et comment se déroule une partie d'un tel jeu? C'est simplement, les joueurs choisissent en même temps une stratégie et ils vont recevoir un gain en conséquence. Petit exemple, ici on a un jeu à 2 joueurs, chaque joueur a 3 stratégies, A, B et C. À la verticale, on a les stratégies du joueur 1, à l'horizontale, les stratégies du joueur 2, et à l'intérieur du tableau, on a les gains des différents joueurs. La première composante, c'est les gains du joueur 1, la deuxième du joueur 2. Donc imaginons, on démarre le jeu, le joueur 1 choisit la stratégie C, le joueur 2 choisit la stratégie A. Alors, on est dans cette situation-là. Donc le joueur 1 a un gain de 6 et le joueur 2 a un gain de 3. Si le joueur 1 avait joué A et le joueur 2 jouait B, le joueur 1 aurait eu un gain de moins 5 et le joueur 2 un gain de 9. Et parmi ces profils de stratégie, il y en a certains qui vont nous intéresser particulièrement. Donc là maintenant, nous allons imaginer que les joueurs se parlent avant de commencer le jeu et se mettent d'accord sur quelle stratégie ils vont jouer. Ils promettent, ils signent un contrat, ils disent je vais jouer cette stratégie-là. Et il y a certains profils qui sont appelés des équilibres de Nash, ce sont des profils pour lesquels aucun des joueurs n'a intérêt à trahir l'accord préalable. Donc je rappelle que les joueurs sont égoïstes et rationnels. S'ils promettent quelque chose, mais qu'ils ont moyen de gagner plus, ils vont le faire. Mais un équilibre de Nash, c'est des situations où ils vont suivre cet accord. Donc dans notre exemple, on avait le profil C et B qui est un équilibre de Nash. On remarque effectivement que si un seul des deux joueurs change de stratégie au dernier moment, il va gagner moins. Si le joueur 1 décide de jouer B, il va gagner 2 au lieu de 7, ce qui n'intéresse pas. Et je ne parle pas de s'il avait joué A à la place de C. Et on a le même genre de comportement pour le joueur 2. Et en fait, ces
équilibres de nage vont jouer le même rôle que nos optimums globaux pour la recherche locale. L'idée, ça va être, on veut trouver ces équilibres de nage. Et il existe diverses questions sur savoir déjà, est-ce que ça existe, des équilibres de nage dans notre jeu, et surtout, comment les atteindre. Pour l'existence, il existe des modèles un peu plus complexes de jeu qui vont avoir des propriétés qui vont nous garantir cette existence. Et pour comment trouver ces équilibres, une méthode, ça va être de s'inspirer vraiment de la recherche locale. Donc on démarre d'un profil de stratégie, on va dire A, et ensuite on va permettre à chacun des joueurs, chacun à leur tour, de changer de stratégie pour améliorer ses gains. Donc si on démarre en A1, je dis, joueur 1, tu peux changer ta stratégie. Il va dire, ah bah d'accord, je change, je fais choisir B, j'ai un plus gros gain, je suis plus content. Après, joueur 2, c'est à ton tour, change la stratégie maintenant. Donc lui, il est là, il dit, je vais jouer C. Il a gagné plus. On remarque que le joueur 1 a perdu, mais c'est le joueur 2 qui a choisi ce mouvement. Donc, il ne s'en inquiète pas. Et on peut continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir un équilibre de nage. Et c'est cette idée que je compte développer maintenant pour la suite de ma thèse. Donc l'idée, ça va être d'attribuer à chaque joueur un critère ou une contrainte de compacité. Donc j'aurai le joueur qui va avoir, l'objectif sera de minimiser la porosité, un joueur qui sera content si le nombre de bâtiments est compris entre 6 et 10 par exemple. Et ce que j'appelais profil de stratégie dans le cadre de la théorie des jeux, ça va être des configurations d'îlots. Donc des configurations comme j'ai obtenu dans mes exemples par ordinateur, je vais dire ça c'est un profil de stratégie. Et chacun à leur tour, les joueurs vont modifier la configuration de l'îlot afin d'améliorer leur gain. Donc, au lieu de changement de profil de stratégie, donc changement de stratégie, ça va devenir changement de configuration. Et l'idée, ça va être que les joueurs vont s'arrêter quand ils ont atteint l'équilibre de nage. Enfin, pour conclure, petit mot de la fin. Donc, ce que j'ai, au cours de cet exposé, montré, c'est un exemple d'application de la recherche locale. Un exemple sur un problème d'urbanisme. Et les modèles que j'ai présentés sont beaucoup plus généraux. Donc, il pourrait très bien fonctionner sur un autre type de problème, que ce soit un problème d'urbanisme ou un problème dans un autre domaine totalement différent. Par exemple, j'ai déjà été confronté à des problèmes utilisant la recherche locale, c'est organiser des tournées de livraison. La recherche locale fonctionne très bien là-dessus. Et c'est la même chose pour la théorie des jeux. Là, j'ai vraiment montré qu'un tout petit bout de théorie des jeux, mais c'est vraiment un domaine beaucoup plus riche et avec des applications beaucoup plus variées. Là, c'est quelques références. Merci de votre attention.